Bonsoir, nous sommes très honorés d'avoir avec nous JBK, donc Jean-Baptiste Kamaté, qui est le directeur des opérations de World Vision International, qui est en visite au Sénégal. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objet de votre visite au Sénégal? D'abord, c'est un plaisir et un honneur de revenir dans le pays de la Teranga. L'objet de ma visite au Sénégal, ce beau pays, s'inscrit dans le cadre de mes responsabilités, comme vous l'avez évoqué. Donc, je viens pour visiter le programme de World Vision sur le terrain, rencontrer les populations partenaires avec lesquelles nous travaillons pour améliorer les conditions de vie des enfants et des populations vulnérables. Et aussi pour rendre une visite à mes collègues de World Vision qui font ce travail dans ce beau pays. Alors, nous sommes justement ici donc, dans la commune de Diamagadjo, dans le département de Kaffrine, au niveau du Sénégal. Vous avez eu à rencontrer des bénéficiaires des programmes de World Vision. Qu'est-ce que vous retenez des différents échanges? D'abord, j'ai été très encouragé et inspiré par le courage, la résilience et la persévérance des populations dans le village de Amdalaï que nous avons visité aujourd'hui. Et particulièrement le groupe des femmes. Le groupe des femmes, un groupe qui a commencé il y a bientôt 10 ans et aujourd'hui, ce groupe qui excelle dans tous les domaines. Au début, la première et la principale activité, sinon la seule activité que les femmes connaissaient, c'était l'agriculture. Et aujourd'hui, les femmes vont au-delà de l'agriculture et font la transformation des produits agricoles pour avoir la meilleure valeur possible de leur production. Et transformer les produits, elles investissent cela et elles achètent, elles font du commerce, de bétail, commerce d'alimentation, tout cela s'occupant des enfants et aussi de leur famille. Et la chose qui m'a le plus encouragé, c'est que le maire, monsieur le maire l'a dit, que dans ce village-là, les femmes assurent les charges de ménage d'une manière générale jusqu'à 60% à cause du travail de ces groupements de femmes. Cela, c'est jamais vu. World Vision intervient au Sénégal depuis plus de 40 ans. Quel est votre regard sur les investissements et les interventions de votre ONG? Alors, je veux dire que nous sommes dans ce pays déjà il y a 40 ans et donc nous célébrons 40 ans de présence dans ce pays et nous avons apporté une contribution historique dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Nous avons contribué à améliorer la nutrition des enfants, la santé communautaire et l'éducation et nous sommes focalisés pour bâtir la résilience des populations à travers une promotion des activités d'accès aux revenus, comme je viens de parler des groupements de femmes. Et aussi, nous avons un réseau de microfinances qui complète les activités humanitaires que nous menons dans ce beau pays. Nous vivons dans un monde avec beaucoup de changements géopolitiques et qui impactent forcément les financements des ONG internationales dont World Vision. Comment est-ce que World Vision parvient à naviguer dans ces eaux, je dirais, troubles? Oui, absolument, c'est un temps assez incertain et nous déplorons cette réduction de l'aide étrangère au développement dans les pays qui ont autant besoin. Parce que d'abord, il y avait déjà un grand déséquilibre entre les besoins et le niveau des ressources disponibles. Et maintenant, toute réduction est simplement pénible. Alors, donc, nous déplorons cela, premièrement. Deuxièmement, World Vision a pris le devant de cela depuis une dizaine d'années à travers une diversification de notre revenu. Donc, nous avons un portefeuille qui est assez diversifié avec des fonds que nous recevons, des fonds privés, d'individus, à travers le parrainage d'enfants, des fonds venant des fondations ou d'autres structures en plus des fonds publics que nous recevions. Alors, pour résumer, l'incidence totale sur notre portefeuille global de la réduction des financements s'élève à 10 à 12% en moyenne. Donc, ça veut dire que nous sommes une organisation qui a une grande résilience et aussi la diversification de nos sources de financement réduit notre dépendance d'un seul donateur. Et dans ces conditions, quelles peuvent être les pistes possibles pour pouvoir sortir de cette dépendance vis-à-vis, disons, des financements qui viennent de l'extérieur? Bon, alors je vais suggérer deux choses. Premièrement, nous, depuis quelques mois, nous avons commencé à travailler très dur pour une réduction des charges de fonctionnement. Et je sais que cela est très pénible pour les employés dans tous les pays où nous travaillons, mais nous sommes déterminés à pouvoir aboutir à travailler de manière à avoir un impact à faible coût. Et ça, c'est aujourd'hui notre objectif fondamental
à réduire les charges de fonctionnement. Deuxièmement, nous sommes aussi en train de promouvoir la levée de fonds locale. Parce que la réalité, de mon point de vue, est que nous sommes trop pauvres pour donner et nous sommes trop riches pour recevoir. Alors, à ce titre-là, chacun d'entre nous connaît bien la générosité des pauvres. Et donc, je me dis que c'est l'occasion pour nous de repenser notre approche, de manière à réduire notre dépendance progressivement sur l'aide étrangère, mais aussi à augmenter nos fonds levés localement dans les différents pays. Et déjà, la bonne nouvelle est que dans beaucoup de pays, nous faisons déjà une bonne levée de fonds locaux. Lors d'une rencontre avec le personnel de World Vision, vous avez notamment dit qu'il va falloir se réinventer en faisant allusion, n'est-ce pas, aux approches utilisées par les ONG. Qu'avez-vous voulu dire concrètement? Justement, ce que je voudrais dire, c'est que la majeure partie des ONG sont nées après la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Alors, si nous regardons ce moment aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements et le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui est tel que tout le monde a accès à l'information. Tout le monde a accès aux moyens de communication et l'information n'a plus de frontières. Et de mon point de vue, l'information permet aux gens de pouvoir changer de mentalité et de pouvoir fonctionner différemment. Donc nous pouvons capitaliser sur le contexte dans lequel tout le monde a accès à l'information et pouvoir fonctionner d'une manière beaucoup plus efficace et augmenter notre impact. Oui, en dépit de cette difficulté dont vous venez de parler, est-ce que vous avez bon espoir par rapport à l'avenir de l'action humanitaire? Oui, oui. Là, je suis convaincu que nous avons absolument un très grand avenir pour l'action humanitaire. Et dans ce secteur, plusieurs d'entre nous avons travaillé dans ce secteur depuis longtemps et savons effectivement comment travailler, mais aussi comment lever les ressources. Ce n'est pas facile, ça c'est vrai, mais c'est possible de pouvoir continuer et nous allons continuer à mobiliser toutes les ressources possibles partout pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations pour préparer un avenir meilleur pour les enfants parce que c'est notre raison d'être et nous n'avons pas le choix. L'action humanitaire doit avoir un avenir, aura un avenir. Jean-Baptiste Kamaté, ma dernière question. On a des collègues dans le domaine humanitaire qui travaillent dans des conditions parfois difficiles en raison, disons, des tensions, en raison des contextes fragiles en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de ces collègues humanitaires? Oui, effectivement, et c'est surtout un message d'encouragement. Un message d'encouragement pour dire que tous mes collègues travailleurs de l'action humanitaire dans les pays fragiles, les pays à haut risque, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul et vous ne serez pas seul. Et l'année 2025, très tristement, sera l'année où on aura vu le plus grand des cas de personnes humanitaires qui ont été tuées sur le champ de travail parce qu'ils sont en train de faire des actions humanitaires. Et je sais que cela est très dur pour chacun d'entre nous. Il y a un prix à payer pour les actions humanitaires et cela aussi comporte des risques, comme je viens de le dire, mais mes collègues, vous n'êtes pas seuls. Moi, j'ai travaillé dans ce contexte aussi pendant plusieurs années et je vais continuer à foncer parce que rien ne doit nous empêcher de travailler pour améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles partout, y compris les pays fragiles ou les contextes à haut risque. Jean-Baptiste Kamaté, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.